Une déclaration qui a été faite il y a quelques jours par le président du FSNC, Issa Chiroma Bakari, sur les échéances à venir. Certains y voient déjà une sorte de rupture entre le RDPC et le FSNC. Regardez. Ce matin, sur la toile, vous avez forcément regardé les déclarations du président du FSNC, Issa Chiroma Bakari. C'est un parti allié au RDPC qui a été créé, mais qui a rejoint la plateforme, du moins la coalition du RDPC. Et dans ses discours, dans ses sorties récentes, il semble être en désaccord avec le RDPC. Tenez, dans l'une des déclarations, il dit que chacun doit s'inscrire sur les listes électorales pour mettre un terme à 42 ans de misère. Est-ce qu'on peut penser aujourd'hui qu'il y a une rupture consommée entre Chiroma et le RDPC? Écoutez, si ces déclarations se trouvent avérées, le courage en politique, c'est d'assumer les conséquences de ce positionnement. Donc, je sais qu'on est entré en haute saison de démagogie ou d'opportunisme. Mais enfin, avec ce niveau de violence dans ces déclarations, si c'est le cas, il faut qu'il tire immédiatement les conséquences de ce positionnement. Deuxième chose, on n'est pas au gouvernement, c'est pas une conquête par corps. Hein. Si on est au gouvernement et pendant plus d'une décennie et qu'on est là, Alors, vous êtes là, Hervé, vous êtes là, on a du mal à vous entendre. Allô, vous m'entendez? Oui, j'entends. Alors, je voulais vous faire écouter une déclaration. Ce que vous me voyez faire aujourd'hui, c'est parce que je serai devant vous. Demain ou après-demain, je serai de retour ici, parmi vous. Je n'ai rien d'autre qui m'est plus cher que vous. Certes, on a pu vous sortir de la misère hier. On n'a pas pu vous sortir de la misère hier. Mais aujourd'hui, si on s'unit, si nous nous mettons ensemble, on peut le faire. Vous sortirez de vos souffrances. Comme je vous l'ai dit, il a plus par la volonté de Dieu. Pardon, il n'y a plus de volonté de Dieu, mais Dieu ne viendra pas s'aimer à notre place. Alors, ce que vous dites, c'est que vous pensez aujourd'hui qu'à travers ces différentes sorties, le ministre Chiroma ne devrait plus être au gouvernement, c'est ça? Ah ben, écoutez, en français facile, c'est le minimum. C'est le minimum. Vous ne pouvez pas être à l'intérieur et à l'extérieur. Comprenez avec moi que il faut tirer les conséquences des variations des positions des uns des autres. C'est ça le courant politique. Et donc, je pense que si le essaie de ça met à mal, n'est-ce pas, la solidarité qu'on doit avoir lorsque on est dans une équipe. Donc, il faut qu'on tire très vite les conséquences de telles déclarations. Et parce qu'on entre dans une période où il ne faut pas aller avec des gens approximatifs, il ne faut pas être en compagnie des gens approximatifs. Je pense que s'il n'est pas capable de tirer les conséquences de cela, il faut que quelqu'un impose qu'on puisse s'inscrire dans cette nouvelle réalité environnement gouvernemental. C'est le minimum. Donc, Chiroma doit démissionner selon Hervé Manuel, comme ça qu'on retient. Alors, Hervé, on est... Je n'ai pas besoin de le lui suggérer. S'il a la position, si c'est confirmé sa position, qu'est-ce qu'on a à faire ensemble? Je vous pose la question à vous aussi, à ceux qui sont dans les studios. Je pense qu'il faut être sérieux. Alors, Hervé, il y a quand même une question fondamentale qui se pose. Comment peut-on avoir supporté le président Biya depuis pratiquement 2015 et aujourd'hui ne pas assumer son bilan? Parce qu'on a quand même suivi le ministre Chiroma lorsqu'il était ministre de la Communication, qui a régulièrement soutenu le bilan du président Biya. Et puis, patatras, aujourd'hui, ce n'est plus la même chose. Écoutez, M. Chiroma n'a pas fait que le ministère de la Communication. Il est un des rares Camerounais qui a fait au moins 3 ministères. Il était au transport. Et le temps qu'il a passé au transport, il a été à la communication. Et maintenant, il est quand même dans un ministère très sensible, c'est-à-dire le ministère qui s'occupe de l'emploi. Bon, donc, moi, je pense que lorsqu'on a ce genre de position, ça veut dire d'abord qu'on était en compagnie de quelqu'un qui, dans l'hypocrisie, je ne sais pas pour quelle raison, il restait d'ailleurs au gouvernement et avait des pensées de cette nature. Je pense que même ceux qui sont entre guillemets en face de nous ne vont pas aussi loin
et avec un jugement aussi sommaire. Je suis désolé, moi je suis un homme politique et je pense qu'on doit être cohérent avec quelle est la crédibilité de ce genre de discours pour quelqu'un qui a passé près de 20 ans au total au gouvernement. Il n'était pas dans une prison, il avait, tout le monde sait, il a des gendarmes et tous les avantages de la fonction, mais s'il pense, si vraiment ces déclarations sont avérées, je regrette. Et il faut piquer les conséquences de ces déclarations. Donc, déclaration que je trouve injuste, pas parfait, je trouve cela un peu léger. Mais c'est pas grave, politiquement, la conséquence est là. Il n'y a pas de place pour quelqu'un qui n'est pas dans la solidarité gouvernementale du bilan et dans la phase dans laquelle nous entrons. Je suis désolé. Alors Hervé. C'est inacceptable. Alors Hervé, sauf que le 28 juin prochain, il y a le congrès de l'UNDP, l'Union nationale pour la démocratie et du progrès de Belebouba Maïgari. Des rumeurs circulent également que il y a des militants de l'UNDP qui estiment que c'est bon là, le mariage avec le RDPC. Et vous savez, les déclarations qui ont été faites en semaine par Guibaï Gatama, qui estime que lui, il est en train d'œuvrer pour après le président Biya, qu'il y ait un nordiste à la tête du Cameroun. Est-ce que toutes ces sorties ne devraient pas inquiéter le RDPC? Pourquoi vous n'appelez pas le ministre Chiroma? Quand je dis vous, je parle d'un vous qui est pluriel, je parle du RDPC, pour qu'il se justifie, qu'il dise quelle est sa position réelle aujourd'hui. Est-ce que vous ne craignez pas que le Nord tourne le dos au RDPC finalement? Écoutez, là vous avez cité la possibilité, mais je ne fais pas je suis pas un voyant pour savoir ce qui va se dire au congrès de l'UNDP. Je crois que là aussi, il va falloir qu'on rentre dans une phase de clarification avec tout le monde. Et quand vous parlez du Baï Katama, je n'apprends rien de nouveau. Il est dans une posture communautariste. Il n'arrive même pas à définir ce qu'il appelle le Ban Nord et tout ça. Donc, tout cela participe à la confusion. Je crois qu'il faut qu'on rentre dans la clarification. Donc, l'élection présidentielle, c'est la rencontre d'un homme avec son programme et avec le peuple. Il est soutenu, certes, par des organisations politiques comme nous. Nous, on a un candidat, on n'a pas un problème d'aller chercher un candidat. Nos statuts nous donnent un candidat, il est connu, c'est Paul Biya. Donc, nous avons à assumer le bilan parce que le peuple souverain qui a voulu que nous ayons la charge des affaires gouvernementales jusqu'à présent. Et c'est pas les urnes qu'on a eu ce mandat du peuple. Donc, à être inquiété, je dis non. Ce qui m'inquiète, c'est que nous soyons entraînés dans un débat artificiel que certains organisent. Vous voyez, par exemple, le débat sur mandat opératif, mandat représentatif, tout cela est linéaire et que nous restons dans la sérénité en préparant les échéances. Donc nous sommes prêts, nous allons affronter ces échéances et nous avons un candidat qui n'a plus besoin de prouver la pertinence de sa présence dans un monde aussi dangereux sur le plan sécuritaire. Le président nous a protégés de tout ce que nous voyons autour de nous, même juste dans nos frontières. Donc, le moment va arriver bientôt où on sera dans le temps de la campagne et que les uns et les autres gardent leur souffle et leur agitation pour ce moment. Eux, ils sont là en train de faire la litanie, le chapelet des faits divers. Le président est à la tête du pays, fait fonctionner le Cameroun, qui a ses succès. Il y a des domaines dans lesquels nous pouvons faire mieux. Nous sommes des hommes et des femmes et nous sommes sur terre. Donc, moi, je ne pense pas qu'il faille s'inquiéter autre. Ce qui pourrait être dangereux, j'attire l'attention de mes camarades là-dessus, c'est qu'on nous entraîne dans des débats artificiels où on commence à faire la campagne présidentielle prématurément, et alors que nous avons au quotidien. Si le ministre, pour revenir à Chiroma, il s'agit sûrement que j'aime bien, c'est un aîné qu'on a entendu pratiquement dans le même quartier à la cité cycle, lorsqu'il était à Cameroun. Si lui-même peut présenter le bilan de son action à la tête des différents ministères qu'il a dirigés, à ce moment-là, il nous dira il s'était abonné à l'échec, ou alors des choses qu'il a réussi, et s'il a réussi ces choses, c'est grâce à la confiance que Paul Biya avait mis en lui
les moyens qui lui ont été donnés pour réaliser. Alors, il faut arrêter d'aller chercher. Vous savez, il y a des gens qui ont des agendas cachés. Bon, nous, on n'est pas naïfs. Ce sujet du Grand Nord, sujet du Grand Ouest, sujet du Grand Littoral, j'apprends même qu'il y en a qui disent que le président doit être anglophone, c'est-à-dire la langue est maintenant un parti politique. C'est le tchoukou-tchoukou, ça va dans tous les... Hervé, dites-moi, on va peut-être sortir par là. Il y en a, j'ai lu les messages sur notre page Facebook, il y a des gens qui estiment que Chiroma ne va pas tourner le dos à RDPC, mais il est juste en train de faire monter les enchères, peut-être pour dire, je vous soutiens, mais au prochain gouvernement, j'ai 3 ministres. Vous croyez que cette hypothèse est plausible? Oh, je ne sais pas, vous savez, j'ai une proximité avec le parti qui est le plus proche du président de la République, c'est-à-dire le RDPC. Mais je suis à Douala et nous, on ne fait pas le gouvernement toutes les minutes et on se met pas devant nos miroirs. Quand je me rasais ce matin, je ne pensais pas que c'est ça. Mais je crois que le temps de la clarification est arrivé et qu'on ne doit pas rentrer dans la période des élections avec des malentendus, des hypocrisies, des non-sens. Il faut qu'on sache avec qui on est en compagnie et pour faire quoi. Voilà, si c'est le cas. Cher client, votre solde est insuffisant pour... Incroyable. Voilà, le crédit est fini en direct. Merci à Hervé. Hervé, on vous revient dans la deuxième partie lorsque nous évoquerons l'enjeu de la nouvelle réglementation de change. Vous voyez que c'est compliqué, mais moi, j'ai pas de crédit. Incroyable, incroyable. Est-ce que chacun peut dire un mot rapidement sur la sortie? Qu'est-ce qu'on retient de la sortie d'Hervé Magnon? Comme il demande que chacun clarifie sa position. 2, que le ministre Chiroma soit conséquent s'il n'est plus avec le RDPC, qu'il démissionne du gouvernement et qu'il affiche clairement ses positions. D'abord, le DP, puisque votre micro est ouvert, qu'est-ce que vous pensez de des différentes sorties du ministre Chiroma? Permettez que je vous lise également, vous avez suivi intégralement ces sorties. Il a dit, il est temps que chacun fasse son travail, s'inscrire sur la liste électorale et obtenir sa carte pour faire un choix audacieux qui nous sortira de la misère de ces 42 ans. Mais il est constant, monsieur le ministre Chiroma. Il a toujours dit, avant de revenir au gouvernement, c'était toujours son cheval de bataille. Il était dans les médias tout le temps. Mais lorsqu'il est revenu dans le gouvernement, il a changé de langage. Cela voudrait dire quoi? Nous sommes à la période des semences. Vous savez, actuellement, on fait des champs dans les villages partout. Et c'est également la période de la politique, la présidentielle. C'est un champ dont les gens sont en train de cultiver. Vous voyez que tout le monde aujourd'hui qui avait un parti dormant est sorti pour dire je serai candidat à la présidentielle. Il visait 2 choses. Peut-être il y a une manne qui est souvent partagée pour les candidats éventuels et il y a des candidats peut-être qui n'ont pas pu être, qui ne pourront pas être investis à la présidentielle du fait de non-représentativité, que ce soit à l'Assemblée ou dans les mairies et autres. Et donc, ces candidats, entre guillemets, sont prêts à vendre leur parti au plus offrant. Donc nous traversons une période d'incertitude un peu politique où nous ne savons pas ce qui va se passer d'ici à octobre prochain. Et d'ailleurs, vous voulez dire un mot là-dessus? Est-ce que vous comprenez quand même les sorties? Je rappelle quand même que le ministre a d'abord parlé en full day. Après, il y a eu une interview. Moi, j'ai vu une interview de nos confrères de, je crois, c'est Dash, ou My Prime Info, où il semblait ne pas être très loin de la traduction qui a été faite de son principal discours. Est-ce que vous êtes d'accord avec Hervé Magnon comme que le ministre Chiroma doit peut-être organiser une conférence de presse pour repréciser sa pensée, qu'on sache oui ou non s'il est encore avec le RDPC? Je suis parfaitement d'accord avec Hervé Emmanuel Com, dans la mesure où il sera de plus en plus difficile pour le ministre Chiroma de continuer d'assumer cette espèce de schisme en demeurant au gouvernement. Moi, je le voyais mieux en train de reproduire le scénario sénégalais, notamment avec l'ancien président Wade, qui, à l'époque, a fait partie du gouvernement Diouf et qui, quelque temps avant l'élection, est sorti du gouvernement. Oui. Est sorti du gouvernement et
a annoncé sa candidature à la présidentielle et jusqu'à ce qu'il a gagné cette présidentielle. Chiroma aurait mieux fait de produire ce genre de scénario. Malheureusement pour Chiroma, je ne suis pas très sûr qu'il puisse, même s'il reproduisait ce scénario, qu'il puisse rêver de gagner une élection. Mais le Cameroun n'est pas le Sénégal. Est-ce que si Chiroma quitte le gouvernement, il peut être, on sait ce qui est arrivé à ceux qui ont quitté le gouvernement, ils sont interpellés. On a le cas du ministre Titi Sedjoua, il a été interpellé. Bon, vous me direz peut-être que Kamto n'a pas été interpellé et qu'il est toujours en liberté. Mais à cette période, nous sommes pratiquement à 2-3 mois de l'élection présidentielle. Si un ministre quitte le gouvernement pour annoncer sa candidature, cela me semblera un peu compliqué pour lui. Je pense que on n'a pas besoin d'interpeller le ministre Chiroma parce que personne n'aurait peur de Chiroma en réalité en ce qui concerne le RDPC. Et je vous parle en tant que militant du RDPC, ne l'oubliez pas. Mais personne n'a peur de lui, mais pourquoi vous le gardez comme allié? On ne peut pas garder un allié qui ne pèse pas. Attendez. Allez-y. Je vous dis, on le garde parce qu'il continue de permettre au RDPC de rallier le maximum de militants dans le Grand Nord. Mais que vaut le parti de Chiroma lorsque vous traversez Garoua-Boulaye, après Garoua-Boulaye, pour venir déjà vers le sud du Cameroun? Que vaut le parti? Est-ce que la même mobilisation, le même niveau de mobilisation dont peut se prévaloir Chiroma à Garoua, précisément, je ne l'ai pas encore vu mobiliser dans la Damawa et ailleurs, mais est-ce qu'il peut atteindre le même niveau de mobilisation des militants dans le Grand Sud? Moi, je ne l'ai jamais vu faire un meeting dans le Grand Sud du pays. Donc, voilà. Donc, même à Yaoundé, je ne l'ai jamais vu faire un meeting. Et donc, pour moi, Chiroma n'est pas en foudre de guerre. On n'a pas besoin de déployer une artillerie lourde pour tuer une mouche. Voilà, c'est pas injurieux quand même de comparer le ministre Chiroma Non, c'est une façon de parler. Je parle pas de lui comme une mouche. Vous pensez qu'il ne pèse pas? Est-ce que vous avez regardé le meeting de Chiroma à Maroua? Je l'ai vu. J'ai regardé le meeting de Maroua. J'ai vu le meeting, tous les meetings que Chiroma a déjà fait dans le Grand Nord, je les ai regardés. J'ai vu qu'il y avait effectivement une grande mobilisation. Mais je me demande encore ce qui se cache derrière toutes ces mobilisations, parce que ces derniers temps, chaque fois qu'un son dissonant disons un son allant à l'encontre du RDPC et du système en place venait à retentir dans le Grand Nord, il y a toujours une mobilisation. Je me demande ce qui se trame dans le Grand Nord. On ne perdrait peut-être pas à continuer d'attendre et d'observer pour voir ce qui va sortir de là dans les prochaines semaines. Philippe, c'est vrai qu'il y a, à mon avis, si je peux me permettre de donner une opinion, Chiroma que j'ai pratiqué comme ministre de la Communication, que j'ai écouté régulièrement chaque jour, avec qui j'ai discuté hors antenne, je ne le vois pas me tenir le président bien. Je pense que peut-être derrière, il y a d'autres calculs, mais qui n'arriveront pas à une rupture entre le RDPC et le FSNC. Oui, mais ça, je suis de cet avis. Et par rapport à ce que Gédéon disait, il ne faut pas oublier la trajectoire du ministre Chiroma. C'est-à-dire qu'il est là pour jouer un peu le contrepoids d'un allié réel, mais qui est une véritable menace pour le RDPC, qui s'appelle l'UNDP. C'est-à-dire que ce que vous entendez, c'est par rapport à ce qui est en train de mijoter au sein de l'UNDP. Et donc, pour couper l'herbe sous le pied, on actionne dans le fusible FSNC. C'est ainsi qu'il est entré au gouvernement. Le fameux mémorandum du Grand Nord. C'est lorsque à l'UNDP, parce qu'à ce moment-là, vous aviez le PAL qui était entré, vous avez le parti de Pierre Flabon-Gayap et tout ça. Quand l'UNDP a commencé à prendre un certain volume, on a actionné un certain nombre de leviers. Après, on a vu la suite, il est entré au gouvernement. Et
pour la présidentielle, je crois, de 2011, il y avait également une grande poussée au niveau de l'UNDP pour qu'il présente un candidat, à défaut de se présenter. Et donc, chaque fois qu'on a l'impression qu'au niveau de l'UNDP, il y a comme une tension qui monte pour que le parti, parce que c'est là-bas la véritable menace du RDPC, c'est l'UNDP qu'il faut surveiller. Et c'est pour cela que, ok, s'il faut donc avoir quelques frustrés qui pourraient donc rallier, autant mieux qu'ils rallient un allié à nous. Parce que de toute façon, avec le FNC, comme on dit, où est-ce qu'ils iraient? Ils n'iraient pas bien loin. Mais par contre, il vaut mieux qu'ils aillent là-bas, c'est un cul-de-sac. Mais s'ils vont à l'UNDP, là, c'est plus grave. Vous avez remarqué qu'avec la poussée et le rajeunissement qu'il y a, l'UNDP est en train de revenir à son véritable niveau. C'est-à-dire que la deuxième formation politique du pays, contrairement à ce qu'on peut... C'est-à-dire que le code électoral, s'il est défavorable à un parti dans ce pays, c'est contre l'UNDP. Il gère une région, il gère une communauté urbaine et il gère beaucoup plus de mairies, comme on le dit, et ainsi de suite. Et c'est de ce côté, effectivement, par rapport à la réalité des inégalités ou de la pauvreté. Donc, il y a des gens qui peuvent véritablement porter cette plainte d'un mieux-être. C'est les gens qui gèrent la partie des régions septentrionales, parce que c'est là-bas où le niveau de pauvreté est le plus relevé. Bon, maintenant, est-ce que s'ils veulent donc une bouée de sauvetage, c'est au niveau du FSNC. Je rappelle que le FSNC n'a pas beaucoup de communes, ils n'ont pas de députés, ils ont un sénateur, mais qui a été nommé, ainsi de suite. Donc, je dis que pour un sénateur, selon mes qui est très populaire à Marois et qui apparemment serait très très riche, je ne sais pas si on devrait le dire à la télé, oui, parce que selon ce que j'ai entendu. Ce n'est pas cela. On m'a dit qu'il a près d'une centaine de camions et qu'il est très populaire dans l'extrême nord. Non, vous savez, ce n'est pas comme ça qu'on évalue la force d'un parti politique. Ah, je ne parle pas de parti politique, on parlait du sénateur. Oui, nous parlons, mais et le sénateur aujourd'hui, c'est l'une des forces de Tiroma du FSNC. C'est normal. Je dis que comment cela se traduit au niveau de l'appareil politique qu'est le FSNC. Est-ce que ça apporte des conseillers municipaux? Est-ce que ça apporte des mairies? Est-ce que ça apporte des postes de députés? C'est cela qui est important, en tout cas pour l'observateur que moi je suis. Et maintenant, pour ce qui est, pour embrayer sur François, je dirais que oui, le ministre Chiroma est, on va dire, constant dans l'incohérence. Parce que lorsque vous avez signé le mémorandum... Le ministre Chiroma est constant dans l'incohérence. Oui, dans l'incohérence. Vous avez remarqué, vous avez vu qu'on a eu des ministres de la communication qui étaient laudateurs. Mais je crois qu'avec lui, on a franchi vraiment tous les sommets dans l'hyperbole. Donc, maintenant, ce genre de déclaration, quand même, appelle de la part du RDPC un minimum de, n'est-ce pas, pas de demande d'explication, mais je crois de précision. D'explication. Parce que nous entrons sur une période où il vaut mieux connaître qui est véritablement un allié. Certes, ça peut être la surenchère politique et tout, mais même dans le cadre de la surenchère, il y a des expressions, surtout quand on est aux affaires, que vous ne pouvez pas tenir. Vous savez, il tient effectivement un ministère qui n'est pas des moindres. Ce n'est peut-être pas le plus gros budget, mais en termes d'impact, si le gouvernement doit justifier d'un impact, ça fait partie des ministères qui doivent apporter cet impact-là. D'accord. Bon, maintenant, chaque fois qu'il présente son budget... Salman a été député, non, sénateur? Ah, ok. Le sénateur nommé, je pense qu'il n'a pas été nommé une fois plus. Allez, je pense que c'est comme vous pouvez dire sur le sujet. On va continuer à suivre cette actualité-là pour voir ce qui se passe réellement. On va peut-être aller à la régie. Non, pas encore. Permettre à chacun de dire un mot sur un travail qui a été fait cette semaine par Madame Viviane Ndoye. Chacun dira juste une minute, aura juste une minute sur la question. La longévité de certains PCA a des postes de responsabilité. Il y a certains qui sont PCA de plusieurs entités publiques et parapubliques. Et nous, on se pose la question de ce matin, puisque nous restons sur les questions économiques. Quelles conséquences cela a-t-il sur le plan économique qu'on retrouve, même sur le plan de la gouvernance, qu'on retrouve... Vous avez allumé votre micro, ça veut dire que vous voulez prendre la parole en premier. Qu'on retrouve des personnalités qui sont
ministre en fonction, PCA de 2-3 structures au même moment. Sur le plan économique, quelles sont les conséquences sur le plan de la gouvernance? Sur le plan de la gouvernance, c'est une mauvaise gouvernance, on ne peut pas dire autrement. Il y a des gens, malheureusement, qui sont, qu'on peut appeler ici des intellectuels, entre guillemets, malhonnêtes, ou faussaires, pour parler comme un écrivain, qui passent le temps à véhiculer des messages comme la Constitution est au-dessus de toutes les lois et la loi dit au président, la Constitution parlant, de nommer ne limite pas ses pouvoirs. Mais la Constitution, c'est une loi générale et lorsque vous rentrez dans tous les corps particuliers, chaque corps particulier a ses règles. Et parlant donc des entreprises, il y a des règles qui disent que le PCA et le DG ont un mandat limité. Lorsque vous avez atteint 2 fois 3 années pour les DG et DGA, vous devez partir. Et vous avez vu qu'il y en a qui ont observé cela et rien ne leur est arrivé. Mais aujourd'hui, d'autres continuent de camper que le chef d'État vous a nommé, même s'il faut faire 20 ans, tant qu'il ne vous a pas enlevé, il faut partir. Le même texte de gouvernance demande par exemple à certains ministres et autres de ne pas pouvoir être PCA, mais ils en sont 2, 3, 4 fois. Et cela se passe tous les jours. Mais c'est pas eux, ils se font pas nommer. Oui, mais celui qui nomme travestit la loi. Il faut pas, la loi est au-dessus de tout le monde, même le chef de l'État. La loi est au-dessus de lui. C'est pas le chef de l'État qui... Voilà. Bon, le chef de l'État, peut-être qu'il y a des gens autour qui devraient lui rappeler... Mais si on ne le dit pas, ça veut dire que c'est un réseau mafieux qui va donc au-delà de la loi qui nous surplombe tous. Et l'enjeu donc, parce que vous dites, Madame Viviane, quand même, elle a été DGA voilà. Et dans cette structure, on gère les carrières, on forme les fonctions, donc la gouvernance est son élément. Et vous pensez que chaque année, elle prend de la peine, et disons-nous qu'elle a été la première à respecter cette loi en démissionnant, mais elle est dehors. Et il y a eu M. Kedi de regretter mémoire qui a fait la même chose. Ils n'ont jamais été inquiétés parce qu'ils ont dit au président, vous m'avez dit 2 mandats, dont 3 de 3 années, c'est arrivé, je laisse la place. Ils sont partis, et d'autres personnes ont été nommées à leur place. Aujourd'hui, donc, ceux qui sont au-delà, et je le dis, qu'ils sachent que l'heure arrivera où ils vont payer le surplus. Vous pensez que les études que Madame Prof Bioué fait toutes les années, c'est pour rien? Ce sont les mêmes enquêtes que nous menons aujourd'hui. Mais nous savons que la presse n'a plus son espace, n'a plus sa vigueur, n'a plus sa force, mais nous les gardons. Peut-être que le moment venu, quand quelqu'un donnera la force à la presse, donnera la force à la justice, la presse va donc sortir des éléments en sa possession, des enquêtes que nous avons menées, mais qui n'ont rien donné, parce qu'il y a toujours un cercle mafieux qui bloque tout, qui permet de tourner en rond. Et aujourd'hui, que ceux-là se disent que un jour, ils rendront gorge. S'ils ont fait plus du mandat et ils ont continué d'engager, et ce qui est plus grave, parce qu'ils peuvent se retrouver même à rendre gorge pour des actes qu'ils ont posés alors qu'ils n'avaient plus qualité. Au-delà des 9 ans. Oui, au-delà de l'argent même qu'ils ont perçu, mais ils ont continué d'engager l'État alors qu'ils n'avaient plus qualité. La question de la légalité des actes pris par des personnes dont le mandat est échu. Je crois que c'est la question centrale aujourd'hui. Et le DP nous dit, François nous explique aujourd'hui que ceux qui sont en poste et qui restent en poste, dans 1 an, dans 2 ans, dans 10 ans, il suffit que quelqu'un saisisse la chambre administrative qui conteste une décision qui a été prise, la loi sera appliquée. C'est vrai qu'il y a une question, à laquelle vous répondrez tout à l'heure, elle est pratique, hein. Il y a quelqu'un qui demande en ligne, c'est M. Gérard Aaron Claude Maël. S'il vous plaît, j'aimerais avoir les explications, les informations au sujet du paiement de la dette flottante sociale. Ma question est pour le communicateur du MINFI. Tout ce qui pose des questions concernant des aspects techniques du MINFI, je vais vous les envoyer. Allez-y. D'accord. Bon, je voudrais d'abord remercier le téléspectateur pour la question posée. Mais avant de répondre à cette question, je voudrais revenir sur le sujet relatif au PCA. Je dois d'abord dire que c'est le président de la République lui-même qui a prescrit la modernisation des textes régissant
les entreprises publiques et les établissements publics. C'est le président de la République qui a demandé qu'il y ait dans ces textes-là des limitations, le principe de limitation des mandats. Maintenant, le président de la République gère ces questions-là avec une posture d'homme politique. Et l'homme politique sait lui-même pourquoi est-ce que lorsque un texte a déjà été pris, il l'applique à sa manière. Vous savez très bien que sur ces questions... La posture d'homme politique au-dessus de la loi? Attendez. Sur ces sujets, le président de la République a toujours agi de façon progressive. Le président de la République est un gestionnaire des ressources humaines. Et donc, il sait pourquoi il maintient un tel à un poste et il enlève tel autre à tel autre poste. Il est le seul à savoir pourquoi est-ce qu'il a choisi la mise en œuvre progressive de cette loi. Et sur ces questions-là, je ne voudrais pas aller plus loin que ça parce que vous savez très bien que la nomination relève de la discrétion, de la très haute discrétion du président de la République. Il gère ces questions-là en homme politique et il a toujours opté pour la progressivité dans l'application des lois et règlements. Et je pense que c'est certainement ces questions, cet aspect des choses qui le met dans la posture à laquelle il se trouve aujourd'hui. D'accord. Vous allez répondre aux questions des téléspectateurs vers la fin. Donc, au fur et à mesure, on va les noter. Le monsieur a une question sur la dette flottante. Donc, si vous voulez dire rapidement un mot là-dessus. La dette flottante est en cours de paiement. Il se trouve simplement qu'on n'a pas choisi de payer tout le monde au même moment. Certains sont payés actuellement? Certains sont payés, c'est payé progressivement. D'accord. Et ceux qui attendent, qu'ils prennent un peu leur mal en patience. Philippe? Oui, ça a toujours duré. Vous savez, il y a eu des opérations de paiement de dette par le passé où les gens ont été payés après 20 ans et machin, ils finissent toujours par recevoir leur argent. Mais je peux les rassurer sur le fait que le ministre des Finances tient absolument à ce que cette dette soit, une bonne partie de cette dette soit apurée au cours de l'année budgétaire courante. D'accord. Sur la question, moi, qu'est-ce que vous voulez? Je suis un peu triste. Je suis triste pour le président, justement parce que c'est un homme politique. C'est-à-dire que lorsque vous êtes donc un homme d'État, la loi sur justement la modernisation du portefeuille de l'État, la loi de 2017, et les décrets, parce que vous savez que pour ce qui est des lois, c'est le président qui les envoie à l'Assemblée. Pour ce qui est des décrets, c'est lui-même qui les a signés. Maintenant, ce qu'on demande, c'est la mise en application. Ce d'autant plus que tous les éléments concourent pour un respect strict de ces textes. Pourquoi? Et c'est là la question sur la gouvernance. C'est que le portefeuille de l'État est extrêmement inefficace. Vous avez des entreprises qui, je ne parle même pas de rentabilité, mais qui ne sont pas performantes. Même sur des secteurs où vous avez la possibilité d'avoir des comparaisons. Comment vous pouvez expliquer que, je prends un cas banal, une entreprise par exemple comme qui est en situation de quasi-monopole dans un secteur, avec toutes les possibilités qu'il y a, n'arrive pas à être performante. Beaucoup d'entreprises publiques perçoivent encore des subventions. Les établissements publics perçoivent des subventions. Donc, à partir de ce moment, le minimum, c'est de constater de deux choses l'une. Soit les gestionnaires ne sont pas performants, soit c'est le cadre de l'entreprise qui ne sait pas et qu'il faut ajuster. Mais la chose la plus facile à manipuler, c'est d'abord les dirigeants. Vous essayez celui-ci. Donc, il y a une question d'évaluation. Il y a une question d'évaluation. Mais qui doit la faire? Le président. Le président, en dernier ressort,
d'accord, le président en dernier C'est ressort. pas le conseil d'administration qui fait Non, le bilan. oui, non, je dis le président en dernier ressort. Pourquoi? Parce que on a évoqué le cas de l'ancien DG de l'ARCEL qui dit, lorsque lui, parce que le professeur Viviane Bondois, lorsqu'elle était directeur général adjoint, elle a informé sa hiérarchie le moment venu, elle a seulement indiqué que moi je ne suis plus là. Vos clés sont à tel endroit. Pour le DG de l'ARCEL, lui, il a saisi la hiérarchie pour dire que est-ce que vous pouvez me décharger Et mes fonctions. de mes fonctions. Maintenant, allez relire la réponse que la hiérarchie lui a servi. Comprenez, c'était comme pour dire que c'est un manque de respect. Vous n'avez pas à poser ce genre de questions. Vous attendez, vous restez là. Vous voyez? Bon, mais c'est pour éviter un incident qu'on a dû donc l'enlever. Mais parce que lui, je vais dire qu'il avait un peu embarrassé sa hiérarchie pour dire que, mais qu'est-ce que vous voulez? Le président vous a mis là. Vous me demandez si vous voulez partir, que moi je vous dis quoi.